Bon, bonjour, bonsoir plutôt. Merci donc de cette aimable invitation à venir discuter avec vous de ces questions qui me tiennent à cœur. Effectivement, je suis pédopsychiatre et c'est donc à hauteur d'enfant et par la question de la souffrance que vivent et que disent les enfants que je vais aborder cette question de la violence faite aux enfants. Avec effectivement une méthode, une manière de rentrer dans la question qui est une de mes spécialités, qui est donc la question transculturelle. Alors transculturelle, ça veut simplement dire, c'est plus difficile à faire, mais la définition est relativement simple, c'est le fait de, pour comprendre des situations complexes, comme par exemple la violence faite aux enfants, mais comme tout ce qui concerne, tout ce qui concerne le fonctionnement humain en fait peut être un fait complexe. Cette complexité-là exige qu'on utilise plusieurs manières de voir les choses. Par exemple, pour moi qui suis clinicienne, qui suis pédopsychiatre, ma formation de base c'est la clinique. Donc, j'associe à cette clinique une dimension, alors par exemple anthropologique, c'est ce que je vais faire ce soir, mais aussi linguistique ou historique. Je sors d'un séminaire où on a fait histoire et clinique pour comprendre le comportement de certains de nos adolescents aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est d'associer au moins deux disciplines. Hein. Donc, c'est né au décours de la Deuxième Guerre mondiale, lorsque beaucoup de chercheurs qui ont dû quitter l'Europe se sont retrouvés aux États-Unis. Il y a eu là une sorte de rencontre de disciplines et de personnes qui d'habitude ne travaillaient pas ensemble à l'université ou dans la vie, et qui a favorisé l'émergence de courants comme ça, où il y a des interactions entre des champs qui d'habitude s'ignorent quand même copieusement. Hein, par exemple, le champ de la médecine et celui des sciences humaines, par exemple, pour ne prendre que cela. Sauf que ce qu'on vit lorsqu'on est patient, ou même ce qu'on vit à l'intérieur d'une institution médicale, à l'hôpital, aux urgences. Les urgences, c'est un endroit absolument étonnant. Pour comprendre ces lieux-là et ce que vivent les personnes et la manière aussi par exemple des patients, des familles, de ceux qui accompagnent, il est clair que des sciences humaines vont être très intéressantes. Que ça va de l'éthique à la philosophie, à plein d'autres choses, à la linguistique lorsqu'on parle des langues différentes, ou à l'anthropologie et la sociologie, puisque à l'intérieur de l'hôpital et à l'intérieur de nos institutions médicales, il y a beaucoup d'interactions entre les personnes. Elles viennent avec leur manière de penser, leur contexte, la manière dont elles se représentent, ce que c'est qu'une famille, ce que c'est qu'un homme, une femme, etc. Donc ça, c'est la question transculturelle, c'est ce qu'on appelle le complémentarisme. Donc on utilise au moins deux disciplines pour comprendre quelque chose et les interactions entre ces disciplines. Et finalement, ce qui nous intéresse, c'est les interactions. Et on essaye, pour ce faire, on essaye d'abord de se décentrer, c'est-à-dire de considérer les choses pas seulement d'un seul point de vue, de mon point de vue par exemple, parce qu'en plus le mien, j'ai toujours tendance à considérer, même si c'est un point de vue professionnel, on a toujours tendance à considérer que son point de vue à soi, que d'ailleurs en général on n'appelle pas point de vue, mais là je fais exprès de dire point de vue au sens de c'est ma manière à moi de voir les choses à partir de ce que je suis, de ce que j'ai appris, de ce que je comprends, etc., que c'est général, que mon point de vue est universel, quoi. Hein, donc ça c'est la question du décentrage, d'accepter que dans une interaction, par exemple, un enfant, une famille et moi comme professionnel, quelle que soit ma fonction, eh bien, que dans cette manière-là, il y a plusieurs points de vue, il y a plusieurs manières de voir les choses,
Au fond, personne n'a la vérité dans cette situation. Et le décentrage, c'est plutôt de considérer non pas que l'autre est le centre, parce que ça, c'est une utopie. Hein, lorsqu'on dit, oui, oui, je me mets à la place de l'autre, le parcours du patient, le parcours des enfants, oui, mais c'est tellement difficile à faire, ça, d'accepter le point de vue et le parcours de l'autre, qu'en général, en fait, lorsqu'on est dans une sorte de tolérance théorique comme ça, où en réalité on va projeter aussi plein de choses qui nous appartiennent. Et donc l'idée, c'est que dans une interaction quelle qu'elle soit, et là on va s'intéresser aux enfants, il y a plusieurs centres possibles. Et le décentrage, c'est d'accepter la multiplicité et de négocier avec cette multiplicité de centres. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le décentrage. Et l'autre élément méthodologique, puis j'arrêterai pour la définition du transculturel, mais vous voyez que c'est très important quand même la méthode, c'est de considérer que l'universel et le particulier ne s'opposent pas. Hein, parce que d'une part, dans les courants historiques et dans les sciences humaines, d'ailleurs, on les appelle les universalistes. Alors en France, c'est un des courants majoritaires. Hein. On se place d'emblée dans une position universelle, donc ça veut dire qu'on sait où est la position universelle, et on oppose les universalistes aux culturalistes, qui en général, c'est un gros mot en France, hein, les culturalistes, hein, c'est vraiment péjoratif, hein, alors que par exemple, c'est un mouvement, en dehors de la France, le culturalisme, il s'est développé là aussi à partir des États-Unis, mais par exemple, aujourd'hui, le pays où les travaux culturalistes sont les plus importants, c'est le Canada, par exemple. Hein. Donc, les culturalistes, nous, on considère que voilà, ils surdéterminent la question culturelle, alors qu'au fond, ils disent aussi un point de vue qui n'est pas forcément la vérité de la situation, mais qui est un point de vue qui intègre la notion de l'importance de nos appartenances, pas seulement celles des autres, les nôtres aussi, pour comprendre quelque chose, une situation donnée. Et donc, l'approche transculturelle, elle considère que universalisme et culturalisme ne s'opposent pas. Que si on les oppose, finalement, on perd quelque chose. Que c'est dans une dialectique, une tension, un aller-retour. Il y a des moments où, finalement, chacun d'entre nous, on devient un peu plus culturaliste que d'habitude. Hein, c'est-à-dire lorsqu'on n'en a pas besoin du tout de nos manières de faire, par exemple, moi je m'occupe beaucoup de bébés à la maternité, hein, en dehors de la maison des adolescents. On s'occupe des adolescents, c'est notre premier travail et notre première passion, mais on s'occupe aussi des familles et des bébés de la maternité de Port-Royal. Et donc, je vois par exemple des femmes du monde entier qui viennent accoucher dans cette maternité, et un certain nombre d'entre elles disent moi, je me croyais totalement éloignée de toutes ces questions culturelles, j'en avais pas besoin. Elles viennent. La dernière que j'ai vue qui m'a raconté ça, par exemple, c'était une dame qui est née au Sénégal. Elle a commencé ses études au Sénégal, elle les a continuées en France, puis elle a été faire de l'analyse financière aux États-Unis. Là, elle a rencontré un jeune homme qui lui aussi venait du Sénégal, mais qui parlait une autre langue. Ils ont décidé de vivre en France. Donc elle est analyste financière de haut niveau, et lui, il fait aussi ingénieur dans le virtuel, enfin des choses comme ça très sophistiquées. Et donc la dame qui parle, donc la jeune mère qui parle 5-6 langues, toutes aussi bien les unes que les autres, qui connaît des tas de systèmes culturels, qui s'est adaptée à tous ces mondes sans aucune difficulté. Elle dit, mais moi, j'ai quitté ma famille à 18 ans, donc j'étais persuadée que au fond, je m'étais éloignée de tout ça. Y compris de ce que ma mère me disait de comment il faut faire pour protéger les bébés, pour être enceinte, pour bien s'occuper d'eux quand ils naissent, pour ne pas leur crier dessus quand la nuit ils me réveillent, etc. Enfin, vous voyez, toutes ces choses qui sont des choses importantes sur le sujet dont on va parler.
Et puis là, je ne sais pas pourquoi, tout d'un coup, après la naissance de ce bébé, toutes ces choses-là reviennent en boomerang. Et au fond, alors elle l'analyse, elle dit pour me sentir une bonne mère, il faut que je prenne aussi bien les choses d'ici que les choses de ma mère. Et tout d'un coup, ces choses qui n'avaient plus aucune consistance redeviennent des choses très, très importantes pour moi. Elle a un moment, on pourrait dire, culturaliste, entre guillemets. C'est-à-dire que les choses, la culture, elle est transmise par des personnes et par des groupes. Et donc, à un moment donné, on peut avoir besoin de ça. Et puis, à d'autres moments, on n'en a plus besoin. Puis, hop, on passe à autre chose. La culture, ce n'est pas quelque chose de figé. C'est une représentation très dynamique des choses. Donc, tout ça pour dire que ne pas opposer universalisme et culturalisme, mais au contraire essayer de comprendre au fond comment ces éléments-là permettent, là pour notre question de ce soir, permettent aux enfants de bien se développer, alors que de par le monde, les manières de s'occuper des enfants sont très très différentes, et puis aussi de les protéger, puisque dans la question de la maltraitance, il y a la question de la protection. Donc voilà, c'est en tenant compte de ces éléments-là que je vais vous proposer quelques éléments sur cette question, donc avec une analyse transculturelle. Alors le premier point, qui pourrait être un point presque universaliste, mais là peu importe, on ne va pas les opposer, mais je commencerai volontiers en vous disant que je ne connais pas, et les anthropologues n'ont jamais décrit des sociétés où on ne dit pas que le plus précieux, ce sont les enfants. C'est-à-dire que partout dans le monde, chez nous comme ailleurs, c'est quasiment, en tout cas quelque chose d'extrêmement fréquent, et des grands anthropologues qui ont travaillé sur la famille, comme Françoise Héritier par exemple, ou enfin il y en a plein, mais il y a tout un courant au Collège de France qui travaille là-dessus. Ils disent très clairement, on publie régulièrement des travaux là-dessus dans la revue L'Autre, ils disent, voilà, les enfants, c'est considéré pour des tas de raisons différentes, parce qu'on peut dire c'est un bâton de vieillesse, c'est ci, c'est ça, mais souvent c'est des choses c'est des rationalisations, c'est des choses qu'on dit a posteriori, mais que partout les groupes affirment que les enfants, c'est ce que nous avons de plus vulnérable dans une famille, dans un groupe, c'est vulnérable les enfants, mais c'est précieux. Et c'est notre avenir. Enfin, évidemment, c'est la question des générations. Et donc, il y a un postulat que les enfants sont très précieux, même si après, encore une fois, on s'en occupe de manière extrêmement différente. Mais on a tous ce même postulat. Or, partout, on fait du mal aux enfants. Donc, partout, on dit qu'ils sont précieux. Ça, vraiment, aucune société ne pourrait affirmer anthropologiquement autre chose que ça, avec des mots différents, mais c'est vraiment ça. Et partout, on va trouver des lieux, des moments, des histoires, des systèmes, d'ailleurs, pour faire en sorte que les enfants qui ne sont pas protégés par ceux qui devraient les protéger, c'est-à-dire ceux qui sont autour d'eux, parce qu'après, les systèmes familiaux sont tellement nombreux que ce n'est pas forcément votre père et votre mère biologiques. Ça peut être simplement tous ceux qui sont autour de vous. Mais partout, donc, il y a des situations, et c'est reconnu par la société qui organise des systèmes. On appelle ça en anthropologie, d'ailleurs, du confiage. Quand ça se passe mal entre un enfant et sa mère, ou la dame, ou le monsieur, ou la personne, ou le petit groupe, ou la structure qui s'occupe de lui, il y a toujours des systèmes, alors plus ou moins collectifs, mais il y a des anthropologues qui étudient ça, et là aussi on en publie beaucoup, les systèmes de confiage. C'est-à-dire qu'on reconnaît le fait que quelque chose peut mal se passer dans l'interaction entre ceux qui sont chargés de s'en occuper et de le faire grandir. Et à ce moment-là, il y a des alternatives. Alors, il y a parfois des rituels. Et puis, chez nous, il y a des institutions.
Il y a l'État, en gros, chez nous, l'État, le département, enfin, qui confie à d'autres, mais c'est une fonction de l'État de protéger les enfants. Et donc, je disais que dans certains endroits, il y a des rituels. Par exemple, les rituels qui, moi, m'ont toujours intriguée. Enfin, vraiment, il y en a beaucoup dans différents pays d'Europe du Sud, mais on les retrouve en Afrique de l'Ouest et on en retrouve même dans certaines régions de l'Inde. C'est les rituels que l'on appelle, c'est un peu drôle, mais où on vend, des rituels de vente des enfants. Alors, vendre les enfants, ça veut dire quoi? Ça veut dire reconnaître que ces enfants dont on a transitoirement la responsabilité, la charge, on n'est pas capable de bien les protéger, alors soit parce qu'on les maltraite, soit parce qu'on les oublie, soit parce qu'on n'arrive plus à s'occuper d'eux, soit parce que celui-là, j'y arrive pas. Il peut y avoir des tas de raisons. Et je vais mettre en scène un rituel selon des techniques qui varient selon les lieux. Par exemple, donc je préviens, alors si je ne suis pas capable de le faire, d'ailleurs c'est le groupe qui va dire, bon, le moment est venu pour toi d'aller vendre ton fils. Hein. Mais la plupart du temps, c'est les personnes elles-mêmes qui vont le dire, mais ça, encore une fois, ça peut être les gens autour qui disent, là, ça ne va pas, la manière dont tu te comportes, ça ne va pas, tu dois vendre cet enfant. Donc on prépare. Et on va, alors les rituels sont très différents, mais il y a une logique qu'on peut retrouver fréquemment, en tous les cas. Donc on va sur un croisé d'un chemin, enfin, il faut qu'il y ait une croisée, donc deux routes qui se croisent. On laisse l'enfant sur la route, pas sur la route où je suis, mais sur la route à côté. Non sans avoir prévenu à quelle heure j'allais aller, passer, etc. Puisque, en général, soit on est accompagné, soit on doit dire exactement à quelle heure on y va, enfin à quelle heure, au moment où le soleil se lève, ou enfin peu importe, on définit un moment. Et donc, il y a quelqu'un qui rituellement est chargé de venir le chercher. Ça peut être l'oncle utérin ou du côté de la mère ou l'oncle du côté du père, ou ça peut être au contraire définir comme une personne extérieure, ça peut être une dame sage du village, ça peut être... Bon, les rituels sont extrêmement différents. Mais en tous les cas, à ce moment-là, celle qui est en charge et qui ne le fait pas, elle doit continuer son chemin et elle doit laisser l'enfant et... Au même moment, ou alors en tout cas de manière très synchronisée, il y a quelqu'un qui vient chercher cet enfant et qui va l'emmener dans un endroit où il sera en sécurité et paisible. Alors parfois, dans certains rituels, on va raconter ça aux enfants, on va leur dire voilà ce qui va se passer. Puis dans d'autres rituels, c'est plus brutal. On ne dit pas ce qui va se passer, on met l'enfant là et puis quelqu'un vient le chercher et qui en général le connaît et qui va organiser son confiage. Donc, tout ça pour dire que, vous voyez, on affirme qu'ils sont précieux, mais partout on les maltraite, partout. Et dans toutes les classes sociales, hein, moi je ne vais pas faire de statistiques ce soir, ce n'était pas mon but, mais si vous regardez, j'ai écrit plusieurs livres, dont un là-dessus, sur la violence faite aux enfants, les chiffres, il y a parfois des préjugés, hein, beaucoup de préjugés sur la maltraitance. Alors, bien sûr qu'il y a des conditions sociales qui parfois rendent les conditions des parents difficiles, mais la maltraitance avec l'intention de faire mal, c'est-à-dire la maltraitance, quoi. Celle où vraiment on ne tient pas compte des enfants et on les fait souffrir et de leur développement, eh bien, non seulement on va la retrouver dans le monde entier, mais on va la retrouver dans toutes les classes sociales. Alors bien sûr qu'il y a des formes différentes, hein, il y a des formes très très différentes de maltraitance, et on va en voir malheureusement quelques-unes, mais cet élément-là pour dire qu'à côté du postulat anthropologique, il y a aussi vraiment cette observation que manifestement, c'est pas si évident que ça de protéger les enfants, malgré tout ce qu'on va dire et tout ce qu'on va faire et les pensées qu'on peut mettre en avant.
Alors ça, c'est le premier point. Alors le deuxième point sur la question des enfants, il y a plein de choses qui vont faire maltraitance pour des enfants, bien sûr. Ça va de la carence, on ne fait pas les choses minimales pour qu'il soit en sécurité et que ses besoins soient primaires soient satisfaits. Jusqu'à l'intention donc vraiment de faire mal, ou même il y a des maltraitances qui sont liées à des modalités éducatives extrêmement fortes. Alors dans tout ce que je viens de dire, il y a des différences, hein, bien sûr. Et pour moi, tout ça n'est pas équivalent. Mais pour dire que le spectre est quand même très grand. Et dans les formes sur lesquelles on insiste peut-être plus aujourd'hui, et bien sûr, on pense aux maltraitances physiques, il y en a de toutes sortes, mais il y a les maltraitances psychologiques, hein, qui ont sans doute ont tardé à être reconnues, qui sont le fait de vraiment de ne pas du tout tenir compte justement de la hauteur d'enfant et des différentes étapes, et aussi de la variation entre les enfants. Et c'est là où il y a des dimensions culturelles parfois, c'est-à-dire c'est des choses qui n'appartiennent pas seulement aux parents, parce que jusque-là je parle essentiellement des choses que peuvent faire les parents ou ceux qui sont chargés, les substituts, de s'en occuper, mais c'est aussi la manière de structurer la société et de quelle place on donne aux enfants. Alors, par exemple, le fait en fonction des sociétés, on va valoriser plus ou moins la question éducative, on va valoriser plus ou moins la question scolaire. Et donc, dans certaines sociétés, on mutile le corps des enfants pour faire des tas de choses, malheureusement, et on a le sentiment que c'est une obligation, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est inscrit dans la manière de faire pour que la société elle continue. Et par exemple, la différence de genre entre les filles et les garçons. Donc, c'est quelque chose qui est souvent vécu à l'intérieur de la société comme quelque chose qui est inéluctable. C'est-à-dire on ne peut pas faire autrement. Ça fait partie de ce qu'on pourrait appeler la violence fondamentale faite aux enfants. Alors, et d'ailleurs, c'est aussi pour ça, enfin moi personnellement, je pense qu'une partie de cette violence qu'on fait aux enfants, qui peut différer d'un endroit à l'autre, pour vraiment la combattre efficacement, il faut la combattre aussi de l'intérieur. Parce que comme cette notion c'est presque évident que ça fait partie des contraintes du développement, alors évidemment, si quelqu'un de l'extérieur vient dire d'une autre structure culturelle vient dire bon, maintenant c'est pas comme ça, on va dire oui, peut-être pour toi c'est pas comme ça, mais dans notre structure à nous, dans notre culture à nous, c'est donc il y a vraiment une nécessité de travailler, de modifier ces processus à l'intérieur. Alors donc je disais par exemple des mutilations, et de l'autre côté, dans des sociétés, alors je pourrais prendre l'exemple du Japon, ou à moindre mesure la nôtre, mais ça existe aussi. C'est-à-dire c'est pas aussi fort qu'au Japon, mais c'est quand même quelque chose d'important. Il y a l'idée que les enfants doivent réussir cognitivement, en fonction de ce que nous on a défini, hein. Au CP, on apprend à lire, à écrire, et on prépare Saint-Cyr, et puis d'ailleurs si on ne sait pas lire et écrire à Noël, les parents commencent à être inquiets, parce qu'il y a cette notion de prédiction, c'est-à-dire vraiment l'idée que les enfants doivent apprendre, quelle que soit leur personnalité. Vous savez, il y a des enfants qui sont plus ou moins rêveurs, il y a des enfants qui sont plus ou moins artistes, il y a des enfants qui sont plus ou moins sportifs, etc. Ils vont valoriser des compétences différentes. Et nous, on a des cycles en France pour apprendre à lire ou apprendre des tas de choses. On sait que c'est par cycle, mais en réalité, il y a une telle pression sur la question scolaire
que les enfants qui n'arrivent pas d'emblée, moi je vois des tas d'enfants qui n'arrivent pas d'emblée à s'inscrire dans cette temporalité-là et qui sont considérés comme en difficulté, alors qu'au fond c'est simplement des variantes. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui ont vraiment besoin de beaucoup plus de temps. Et donc là il y a une pression très importante, vous voyez qu'elle n'est pas faite avec des mauvaises intentions, pas du tout faite avec des mauvaises intentions. Au Japon, où cette pression est très 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 forte, qu'est-ce qui s'est développé? Il s'est développé des enfants et des adolescents qui se retirent, les hikikomori, qui se retirent, qui ne peuvent pas sortir de la maison, qui ne peuvent plus aller à l'école. Nous, on a une augmentation très importante des phobies scolaires aujourd'hui en France. Alors, ce n'est pas tout à fait les mêmes formes qu'au Japon, mais bon, moi, quand j'ai commencé ma carrière, ça n'existait quasiment pas, la phobie scolaire. Et aujourd'hui, nous, 10% de nos adolescents qui consultent à la maison de Solène viennent pour une phobie scolaire. Donc, et au Japon, donc, il y a une autre forme. Ce n'est pas simplement que l'école, le savoir, la relation aux autres m'angoisse et m'empêche de prendre, mais j'ai même peur de sortir de ma chambre, quoi. Le seul endroit où je me sens un petit peu en sécurité et où je n'ai pas cette pression d'une réussite normée, quoi, au fond, parce qu'au fond, c'est à ça que réagissent un peu les enfants, eh bien, ils restent dans leur chambre pendant des années. Alors maintenant, ils ont créé des associations, des hikikomori qui sont restés dans leur chambre pendant des années, parce que leurs parents vont mourir. Et il faut qu'ils fassent quelque chose, ces adolescents, en tous les cas, enfin qui sont maintenant des adultes, bien sûr, pour les premiers, puisque c'est apparu un moment, j'espère que ça va disparaître d'ailleurs. Vous voyez, c'est lié à des attentes très importantes. Alors, et donc c'est une forme qui est assez différente, évidemment, qui n'a rien à voir avec les mutilations des corps des enfants, ou les exigences, le fait de ne pas pouvoir aller à l'école. Dans le monde actuel, ça c'est équivalent à en tous les cas, une forme de... On ne laisse pas aux enfants la possibilité de se développer. Et puis parfois, on les bat, on leur donne... on les bat très très fort. Et donc, il y a toutes ces formes, vous les connaissez. Mais voyez que c'était juste pour dire l'importance des différentes formes qui vont vraiment de choses très repérables à des choses qui sont plutôt de l'ordre de la psychique, avec le fait qu'en général, on voit bien la violence que les autres sociétés font à leurs enfants, et que c'est beaucoup plus difficile pour nous, parce qu'évidemment, nous aussi, on fait comme tout le monde, et on se dit, mais il y a bien une contrainte, vous voyez, c'est intrinsèque, quoi. C'est lié à l'organisation de notre société. Mais savez-vous, c'est pas du tout intrinsèque, en fait, ces questions d'apprentissage à tel moment et tout ça. Vous savez que depuis la psychanalyse, mais pas seulement, Piaget et puis d'autres développementalistes, ils nous ont appris à comprendre, disons, d'une certaine manière, le développement des enfants, de la naissance jusqu'à l'âge adulte, avec des stades. Et puis même des moments... Par exemple, le complexe d'Oedipe où on est amoureux de son père, de sa mère, en tous les cas qu'on a des fantaisies et tout ça, puis après on les réprime, et puis après... Et puis justement, au moment où on les réprime, tiens, c'est le moment d'apprendre à l'école. C'est ce qu'on appelle la phase de latence, où là, les enfants sont censés être sortis de leur complexe d'Oedipe, ne plus du tout avoir ces pensées... disons comme ça, libres et un peu qui vont dans tous les sens, mais se concentrer, avoir l'esprit concentré sur les apprentissages. Avec un mot même, on dit qu'ils ont une épistémophilie. Ils aiment le savoir. Bon. Et ça correspond tout à fait à notre CP, à peu près. Ce qui veut bien dire d'ailleurs que c'est pas la phase qui correspond au CP, ça veut dire que la manière dont on organise le développement des enfants, les enfants, ils essayent quand même de s'articuler avec ça. Ils essayent, ce qu'on appelle l'infantile. Et donc, sauf qu'il y a encore aujourd'hui des tas de sociétés dans le monde. Et la première qui avait été étudiée sur ce point, c'était au Vietnam par Devreux dans les années 50, où les enfants n'ont pas de phase de latence, mais pas du tout.
Alors chez nous aussi, hein, il y a des enfants, vous le savez sûrement, si vous avez eu des enfants qui se calment pas forcément autour de 6 ans. D'ailleurs, c'est un peu, ça rend leurs apprentissages un petit peu difficiles parce qu'ils sont excités à ce moment-là. Aux États-Unis, du coup, on leur donne des médicaments à ces enfants. Moi, je suis pas très pour le fait parce qu'il y a bien sûr des enfants qui mettent un peu plus de temps à se calmer, en particulier des petits garçons qui tardent plus que les filles, sans doute pour des raisons d'éducation d'ailleurs. Bon, donc, il n'y a pas de phase de latence. Mais pourquoi il n'y a pas de phase de latence? Il n'y a pas de phase de latence parce qu'en fait, au moment où nous, on attend qu'ils apprennent à lire et à écrire, bon, je voulais que je m'assoie. Allez, je vais m'asseoir et parler là. Désolée, je ne sais pas ce qui se passe. Au moment où... Je te remercie. Merci bien. Au moment où les enfants, où nous, on considère qu'ils doivent se tranquilliser pour s'asseoir et apprendre, par exemple, chez les Moy, au contraire, on considère que c'est à ce moment-là qu'il faut leur apprendre des choses des adultes, et en particulier de la sexualité des adultes. Alors, vous imaginez que les enfants ne se calment pas du tout à cette période. Et ils ont même le droit, s'ils sont intelligents, on les prépare en fait, et on leur dit voilà, qu'il y a un savoir, qu'il y a des choses à savoir et tout ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est comment on fait les enfants en fait. C'est toujours une des sources du savoir, ça, hein, comment on fait les enfants. Donc, on a le droit d'aller dans la chambre des adultes pour voir comment les parents font. Bon. Ce qui, pour nous, on considérait que c'est un traumatisme, c'est d'ailleurs décrit comme tel. C'est un peu exagéré, je pense, mais c'est décrit comme un traumatisme. En tout cas, on n'est pas organisé pour ouvrir nos chambres à coucher aux enfants. Hein. Or, oui, mais si on est dans une société qui, à ce moment-là, dit que le savoir, c'est ça, et qu'après, on verra, on apprendra d'autres choses secondaires, mais que la première chose à savoir, c'est au fond comment on fait les enfants, comment font les uns avec les autres, etc. Eh bien, à cette période-là, évidemment que les enfants, ils ne sont pas prêts à apprendre. Et après, ils apprennent beaucoup plus tard, et en manière beaucoup plus ramassée que nous, parce que par ailleurs, ils n'ont pas de phase d'adolescence au sens que nous, on a. Bon, ce n'est pas mon sujet d'aujourd'hui, mais sur l'adolescence, je suis... parce qu'il y a des tas de langues où il n'y a pas le mot adolescent. Donc, il n'y a pas ce qui va avec non plus. C'est-à-dire qu'on considère que la transition entre l'enfance et... On est soit enfant, soit adulte, et donc, il n'y a pas du tout cette notion de passage de cette longue adolescence que nous avons aujourd'hui, et qui va de 11 à mon sens, à 25 ans. Donc... Non, mais 25, bon, voilà, c'était pour faire réagir, mais 21 sûr, et moi je pense 25 au fond. Et 25, c'est le moment où le cerveau est à peu près développé, quoi, où il est à la forme adulte. Jusque-là, il est très maniable. Si, c'est très plastique jusqu'à 25, tant mieux d'ailleurs, hein. Très, très plastique, donc il y a des tas de choses qui peuvent se réorganiser. C'est aussi pour ça que les traitements marchent très bien jusqu'à cet âge-là. Les traitements psychologiques, les traitements psychothérapiques, tous les traitements, parce qu'il y a une grande plasticité chez les enfants et chez les adolescents et chez les jeunes adultes, puis qu'après 25 ans, un an après 25 ans, bien sûr, il y aura encore des tas de choses, mais il n'y a plus cette plasticité neuronale et cette plasticité psychique. Donc, d'une certaine façon, il y a plus d'inertie, quoi. Les choses sont toujours possibles, mais c'est un peu plus difficile. Bon, donc pourquoi je vous fais ce développement-là ? Outre que je pense que c'est important à savoir, que le développement, c'est pas des choses... Vous voyez, dans les écoles de médecine, de puériculture, d'infirmières et tout ça, on nous apprend, les enfants, ils disent oui à tel âge, non à tel âge, ils s'assoient à tel âge, ils se mettent debout, ils marchent vers entre un an et 14-15 mois, etc. Ils disent non, enfin bref, vous savez, toutes ces fresques-là qu'on apprend. Mais ça, c'est une variété totale. Par exemple, moi, j'ai travaillé au Mali, dans le nord du Mali, avec des enfants soninké, dans un milieu rural. Ils marchaient à 6 mois.
Et ils étaient propres avant. Et c'était, pour les mamans, c'était naturel. On pourrait dire que c'est culturel, mais c'est la part culturelle du développement, en fait. Hein, parce que comme ils sont en milieu traditionnel rural, ce qui est plus vrai en ville, portés avec une adéquation tonico-motrice entre le corps de l'enfant et le corps de la mère, vous savez que ce n'est pas le pagne qui tient l'enfant, c'est le corps de la mère et l'agrippement de l'enfant. Ce n'est pas le pagne. Hein. Le pagne, c'est pour faire joli. Puis pour les petits, quand même, ils peuvent. Mais c'est vraiment. D'ailleurs, dans le village où moi j'étais, il n'y avait pas. On mettait pas de. Parce qu'au Sénégal, où j'ai vu des endroits où on met deux pagnes, un petit pagne blanc et un grand pagne au-dessus, joli, là, avec coloré. Mais dans le village où moi j'étais, par exemple, il y avait qu'un petit pagne qui tenait pas grand-chose, et parce que, en tous les cas, cette notion d'ajustement, alors moi, avec une cambrure particulière du corps de la mère à l'enfant, qui fait que l'enfant, d'abord, il est toujours avec quelqu'un qui le porte, pas forcément toujours sa mère, mais toujours avec quelqu'un qui le porte. Donc c'est très tonique, extrêmement tonique, et puis que la mère et l'enfant, ils apprennent une sorte de sémiologie. C'est vrai, j'ai vu ça aussi au Vietnam, par exemple. C'est-à-dire que quand l'enfant il veut faire pipi, il fait un petit mouvement, mais que nous, on n'est pas capable de percevoir lorsqu'on fait, on n'a pas, c'est pour ça que je dis que c'est de la sémiologie. Et donc la maman comprend qu'il va faire pipi, elle le prend et puis elle lui fait faire pipi, et l'enfant s'adapte à cette situation-là. Il va attendre ensuite que sa mère. Donc du coup, il y a des ajustements qui se font comme ça. Hein. Et pareil pour à peu près toutes les choses du développement. Un enfant qui marche à 1 an dans ce village-là, c'est un enfant très en retard. Et comme c'est un lieu où il y a des interactions surtout motrices, c'est celles qui sont valorisées, alors que nous ici en Europe de l'Ouest, on valorise les interactions visuelles, l'œil à œil, hein, les tableaux de la Vierge à l'enfant, c'est très important, l'œil à œil, avec des tas de développement, y compris en développement ou en psychanalyse, où on dit que le regard est hyperstructurant, mais il est hyperstructurant parce que la culture, dans un système d'interaction où l'interaction visuelle est très importante. Et donc c'est vrai, et donc, nous on les regarde et on leur parle. Et on leur parle aussi parce qu'on est séparés, on est dans une culture à berceau. Alors que le village dont je vous parle, c'est une culture sans berceau. Sans berceau, parce que c'est le corps des femmes ou des sœurs, des grandes sœurs qui portent les enfants, enfin des grandes sœurs. Elles ont parfois 8-9 ans, elles portent, ou même moins, et elles portent déjà leurs petits frères. Donc elles ne leur parlent pas aux petits frères. Et elles n'ont pas besoin de leur parler, il est toujours avec elles, il est toujours là, et elles ne le regardent pas puisqu'on ne le voit pas. Donc, mais par contre, il y a un vrai dialogue tonico-moteur. Du coup, bon, donc tout ça pour dire que dans le développement, il y a plein de choses qui sont liées à ces éléments culturels. Et in fine, les enfants, ils arrivent tous à avoir à peu près les mêmes compétences. Enfin, il y a des variations qui sont liées à ce que nous, on valorise ou pas, hein, mais globalement, mais ils ne passent pas du tout par les mêmes stades au même moment, et il y a une grande variété. Donc on pourrait dire que d'ailleurs les aspects culturels, c'est un peu comme une variété, c'est comme si c'était un peu expérimental, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'en faisant varier telle chose, ben, ça fait telle chose aux enfants. Ça leur donne plus de motricité, plus de tonus, dans d'autres, chez nous, un langage très développé précocement, un œil à œil très important. Et par exemple, si un enfant ne va pas bien, chez nous, le fait qu'il ne puisse pas regarder autour de 8 mois, par exemple, qu'il ne puisse pas avoir ce qu'on appelle l'attention conjointe, c'est-à-dire regarder quelqu'un puis ensemble regarder un objet, ça pour nous c'est un signe très inquiétant. Mais c'est très inquiétant on va proposer aux parents de faire des évaluations et tout ça si on voit un enfant comme ça, parce que normalement ça doit être acquis étant donné l'importance des stimulations œil à œil. Mais par contre, moi j'ai vu des mamans d'Afrique de l'Ouest venir aux urgences amener des enfants qui tombaient du dos. Alors, mon enfant est mou, il va pas bien, il est mou. Il est comme vous, comme les vôtres, elle disait maman. Il est comme les vôtres, il est mou.
Il y en a même une qui m'expliquait un jour qu'il y avait des bébés à l'huile et des bébés au beurre. J'en ai fait d'ailleurs un article. Elle, c'était un bébé à l'huile. Et les bébés à l'huile, ils sont durs. Et les bébés au beurre, c'est les nôtres, ils sont mous. Et c'est vrai que nous, on a des bébés mous par rapport à ceux qui sont stimulés sur le plan kinesthésique, parce que c'est pas seulement le moteur, là, l'ajustement tonico-moteur, mais c'est des bébés ils sont secoués. Mais nous, secoués, c'est maltraité. Hein. Mais c'est des bébés pour lesquels il y a des stimulations de ce qu'on appelle l'oreille interne. C'est-à-dire, par exemple, on les berce pas du tout. Moi, là, aujourd'hui, je l'ai pas amené, hein, mais aux étudiants, parfois, je leur montre des films qui ont été faits par une grande anthropologue qui s'appelle Helen Stork, qui est aussi psychologue, et qui a étudié comment on endormait les enfants de par le monde. Entre autres, hein, parce qu'elle a étudié beaucoup de choses comme ça pour les enfants. Et donc il y a un film qui s'appelle Pour endormir l'âme ch'ki, et puis un autre film où il y a des rituels d'endormissement dans différents pays du monde. Mais nous, on endort les enfants en diminuant le ton, le rythme, les stimulations, etc. Hein, donc, ça correspond à la manière dont nous, on se représente ce dont un enfant a besoin pour s'endormir. Si vous regardez Pour endormir l'âme ch'ki, ou son film sur les rituels de bercement, vous allez voir, et je l'ai déjà montré dans des amphis à des étudiants, qui pensent que je suis en train de leur montrer un film de maltraitance, quoi. Hein, c'est pas du tout ça. Mais c'est des mouvements tellement amples, le rythme est tellement rapide qu'en général, on se dit, mais enfin, on ne voit rien d'autre. On voit que ça ne correspond pas du tout à la manière de faire pour endormir un bébé. Donc, on réagit en ayant des jugements. Et alors, je leur explique, après, je leur fais un petit cours d'anthropologie et de clinique transculturelle, et je leur explique le contexte, l'importance des deux, le fait de regarder le contexte et l'effet du contexte sur les enfants et tout ça. Puis je leur dis maintenant, on va regarder le film ensemble, on va s'arrêter de temps en temps dans le film, et puis on va regarder l'effet que ça fait aux enfants, à l'âme ch'ki par exemple. Et là, on regarde le film, et effectivement, l'âme ch'ki, elle a l'air aux anges. Alors qu'on la bouge et tout ça, qu'on lui fait faire des grands mouvements. Vous savez, il y a des mouvements comme ça aussi qu'on peut faire en Afrique de l'Ouest, là où les mamans prennent les bébés comme ça et les posent de l'autre côté. Mais il y a un savoir, hein, il y a un savoir-faire. Et donc, une fois qu'on a regardé, on se rend compte et on voit les effets sur l'enfant, on se dit, bah non, cette petite... elle est en train de s'endormir, puis effectivement, elle s'endort. Or que la première fois, je n'avais même pas vu que ça lui faisait du bien, je n'avais pas vu que ça l'endormait, et j'avais plutôt pensé que j'étais en train de voir quelque chose qui était insupportable. Hein. Et donc, tout ça pour dire donc vraiment que cette notion-là est très importante, mais vous voyez qu'après, lorsqu'on va travailler, y compris dans la question de la protection des enfants, lorsque parmi vous, je suis sûre qu'il doit y avoir des professionnels dont c'est la mission et qui... tiennent à cœur de faire cela, il faut être capable justement, dans une situation donnée, de voir la part, c'est pour ça qu'on dit transculturelle, la part qui serait liée à une manière de faire qui n'est pas la mienne, mais qui n'est pas violente. Il peut y avoir de la violence liée à cette culture-là, comme il y a de la violence liée à ma culture. Et puis il peut y avoir aussi de la maltraitance au sens de... je veux faire du mal à cet enfant parce que j'y arrive pas ou parce que je suis pas prête pour m'occuper de cet enfant, etc. Donc il y a quand même des positions très différentes, mais c'est très compliqué parce que la violence, elle est dans tous ces niveaux-là. Et en plus, je vous l'ai déjà dit juste avant, mais je le répète parce que c'est vraiment... souvent, on est... c'est à mon avis une des choses les plus difficiles dans ce sujet, c'est qu'on grossit la violence de l'autre, et d'ailleurs, du coup, l'autre ne se sent pas reconnu, par exemple, dans ses difficultés, et on sous-estime les nôtres, quoi. On voit la violence dans l'œil du voisin, mais pas chez nous, parce que justement, quand je montre ce film aux étudiants et qu'ils ne voient pas que c'est un rituel d'endormissement, ils ne sont pas malveillants, mes étudiants. C'est juste que c'est tellement quelque chose auquel ils ne s'attendent pas, ils pensent qu'ils vont s'endormir en regardant
mon film pour endormir Lamchki et ils ne s'endorment pas du tout. Ça les met dans une position vraiment de mal à l'aise, quoi, hein. Et il faut faire tout un raisonnement pour qu'ils puissent effectivement voir la situation telle qu'elle est. Et dans des situations pathologiques où des parents ou des groupes maltraitent des enfants, il faut aussi voir la situation telle qu'elle est et pouvoir faire une proposition, être capable aussi éventuellement de voir si on peut aider les parents à sortir de cette situation ou pas. Si on peut les aider, on va travailler sur le lien. Si on ne peut pas, transitoirement ou même parfois à long terme, les enfants ils vont être confiés à quelqu'un d'autre, à une institution, à une famille, à d'autres personnes de la famille qui sont capables de s'occuper des enfants. Donc il y a vraiment cette notion d'être capable de faire une évaluation. Finalement, la violence, elle va se loger dans tous ces niveaux-là. Ça va de l'intime, quelque chose qui ne se passe pas bien, j'étais pas capable, je n'avais pas envie, je ne savais pas m'occuper des enfants, donc ça c'est de l'intime. De l'intersubjectif, c'est-à-dire que le lien entre cet enfant-là et ce parent-là, ou ces parents-là, ou ce groupe-là. Et puis le collectif, le niveau collectif, le niveau collectif, c'est finalement cette violence que l'on fait au nom de la société presque, au nom de la réalité que l'on fait aux enfants. Et on pourrait dire je ne sais pas si on sera capable un jour d'arrêter totalement la violence. Est-ce que cette part de violence qu'il y a dans la société, est-ce qu'on peut la faire disparaître totalement? Il y a toujours un débat là-dessus, hein. Moi, j'imagine que oui, mais il y a un vrai débat. Il y en a qui pensent qu'il y a une sorte de part incompressible et qu'au fond, on fait du mal aux enfants presque pour leur bien, ce qui est une ineptie, bien sûr, hein, mais pour les rendre membres de cette société-là. Et il y a aussi des philosophes comme Conche, que moi j'aime beaucoup sur ce sujet, plusieurs philosophes ont écrit là-dessus, et qui dit en gros qu'une des manières justement de caractériser une société, c'est de regarder quelle part elle fait à cette violence aux enfants. Où est-ce qu'elle met la violence? Est-ce qu'elle se donne pour but qu'il n'y ait plus de violence du tout? On pourrait dire par exemple certaines sociétés d'Europe du Nord, hein, qui ont interdit tous les châtiments corporels aux enfants, et pas seulement, hein, parce qu'on parle souvent de ça, mais ce n'est pas que les châtiments corporels, la loi interdit tous les châtiments. Et d'autres sociétés qui ne semblent pas s'en soucier, considérant qu'il y a une part incompressible et que ça ne fait pas partie non plus du rôle de l'État ou du rôle de la loi de faire ça. Et c'est une question qu'on pose, c'est la question d'à qui appartiennent les enfants, quoi. Est-ce qu'on peut faire ce qu'on veut avec des enfants? Vous voyez que la question, elle n'est pas simple, parce que c'est assez facile de répondre lorsque ces enfants, par exemple, si c'est des enfants dans une famille où on les maltraite, à qui appartiennent les enfants? On aurait tendance à répondre tout de suite à l'État, quoi, hein. Enfin, en tous les cas, pas à ceux qui s'en occupent, puisqu'ils s'en occupent mal. Après, lorsque dans une famille, il y a des gens qui sont confrontés à des choses de maltraitance. Parfois, par exemple, vous voyez, j'ai vu il n'y a pas très longtemps une famille qui m'a beaucoup touchée. Parce que je trouvais qu'elle essayait de faire vraiment au mieux, mais c'était une situation assez inextricable. C'est un peu des formes contemporaines, quoi, de violence. C'est une famille donc recomposée, où madame avait un enfant de son côté avec un autre monsieur, et pareil pour le monsieur, ils sont mis ensemble et ils ont reconstitué une famille, et donc les enfants venaient, donc un garçon et une fille venaient dans le week-end. À certains moments, ils se retrouvaient, ces enfants, à l'intérieur dans cette famille-là.
là, en week-end ou en semaine. Enfin, il y avait des systèmes de garde toujours un peu complexes, mais en tout cas, les enfants circulaient donc entre chacun dans leurs 2 familles. Et puis, il se trouve qu'il y a eu que le garçon de monsieur, qui était plus grand que la fille de madame, donc la fille de madame devait avoir à peu près 11 ans, et lui 14-15 ans, il lui a proposé des attouchements, enfin il lui a proposé, non, il lui a exigé, il a fait des attouchements sexuels sur la jeune fille. Alors évidemment, la jeune fille, c'est extrêmement grave. C'est pas de la maltraitance des parents, mais c'est les enfants qui se maltraitent, si je peux m'exprimer ainsi. Et la jeune fille, pourtant petite, elle a 10 ans, 11 ans, elle est consciente. Alors c'est vraiment quelque chose qui l'a horrifiée, qui l'a inquiétée, qui l'a effrayée. Moi, je sais que les enfants maltraités et les enfants qui subissent des violences réagissent souvent comme ça. Très tôt, elle a eu le sentiment que si elle parlait, ça allait être un séisme, quoi. Ça allait être une catastrophe. Et d'ailleurs, peut-être plus grave encore lorsqu'on l'imagine que dans la réalité. Mais je pense qu'elle avait pas tort parce qu'elle a tardé à parler. Et quand elle a parlé, parce qu'il a répété, il a voulu répéter, et là, au bout d'un moment, elle s'est dit, non, si je ne parle pas, de toute façon, ça ne finira pas. Tant pis pour le séisme, ça a fait un vrai séisme. C'est-à-dire que tout le monde, enfin les parents de chaque côté, puis les autres de l'autre côté, évidemment, ça concerne, dans une famille recomposée comme ça concerne tout le monde. Comment on protège la petite, comment on dit au garçon qu'il a agressé comment on appelle ben non, pas demi-sœur. Non, pas demi-sœur. Justement, j'allais dire demi-sœur, mais c'est pas sa demi-sœur. Ça, hein? Oui, non, il n'y a pas de parenté, mais on n'a pas de mot non plus pour dire les co-enfants dans la maison. Donc lui, il a fait une transgression sexuelle grave, surtout qu'il est déjà grand. Mais et puis voilà, et ça fait un tel séisme que oui, ça a fait un vrai séisme. Tout le monde s'est séparé, il y a eu une grande culpabilité. Puis après, ils ont cherché à trouver une solution. Mais avant de trouver une solution, il fallait d'abord s'occuper de la petite et faire en sorte que... Parce qu'en plus, le fait qu'elle ait parlé un peu plus tard, c'est-à-dire plusieurs mois plus tard, pour elle, ça lui a fait revivre, en fait. Au fond, au moment où elle s'est mise à parler, elle allait beaucoup plus mal que les 3 mois où elle avait passé avec... Alors, c'est une petite, elle était courageuse, hein. Mais comme souvent, les enfants... même quand ils subissent des choses comme ça, elle avait des... elle entendait comme... Elle avait une sorte d'expérience de dépersonnalisation. C'est-à-dire que pour supporter quelque chose qui est insupportable, elle s'est un peu abstraite d'elle-même. Elle s'est retirée un petit peu, vous voyez. Et puis, après, elle a commencé à... C'est comme si elle s'était coupée en deux. Donc après, chaque fois qu'elle en avait besoin, elle se coupait toute seule en deux, et donc elle disait qu'elle avait un ange qui lui disait des trucs et tout ça, mais en fait c'était une partie d'elle-même, enfin c'était elle-même, quoi. Et c'était vraiment, bon, je ne vais pas développer cet exemple-là, il n'a pas lieu, mais juste pour dire que voilà, la violence et la maltraitance est faite en général par les adultes sur les enfants, mais bien sûr qu'il y a aussi de la maltraitance entre pairs. Et dans une même maisonnée, quoi, des enfants qui circulent. Et donc, l'analyse de ces situations suppose d'être capable de ne pas, en plus de ne pas réagir avec uniquement des questions morales. Vous voyez, je n'ai pas employé jusqu'à maintenant ce mot-là, ni même cette perspective-là. J'ai parlé d'éléments anthropologiques, d'éléments collectifs, d'éléments intrapsychiques, etc., de structure familiale.
mais pas, c'est pas bien, par exemple, parce que la question de morale ou la question de la culpabilité, bien sûr, hein, ça peut, mais c'est des questions, en tout cas moi, comme pédopsychiatre, avec cette idée qu'il faut que les choses puissent changer et qu'on puisse protéger les enfants, et puis aussi qu'on puisse se passer de telle manière de faire. Pour le futur, en termes de prévention, ce n'est pas très efficient, la question morale ou la question même de la culpabilité. Mais c'est vrai que, vous voyez, pour dire un dernier mot sur cette situation, que évidemment, par exemple, la maman de la petite, elle disait « mais comment moi, je n'ai pas pu voir ?» Donc après, on se greffe à tout ça des questions de culpabilité. Et c'est toujours pareil, dans la maltraitance, celui qui organise la maltraitance, il y a aussi, quel que soit le type de maltraitance, il y a une sorte de... c'est jamais totalement isolé, c'est-à-dire que souvent, il y en a qui pouvaient savoir que cet enfant était maltraité, mais au fond, soit on ne veut pas le voir, soit c'est trop difficile, soit de quoi je me mêle, et donc il y a souvent quelque chose qui autorise dans le contexte. Et donc, du coup, effectivement, dénoncer ça, c'est souvent quelque chose qui crée des séismes absolument incroyables. Mais bon, c'est la seule manière de protéger les enfants. Et par ailleurs, il y a aussi une question de la société elle-même. Par exemple, si on considère que pour éduquer les enfants, il faut leur donner des fessées, être très autoritaire avec eux, les contraindre physiquement ou psychiquement, il y a une partie éducative. Alors aujourd'hui, on ne dirait pas tout à fait les mêmes choses comme ça, mais enfin, vous voyez bien qu'il y a une partie qui n'appartient pas à la personne elle-même seulement, mais qui appartient à la société. C'est pour ça que moi, il me semble qu'il y a 2 niveaux qui sont très importants. Le premier niveau, c'est le niveau de la protection des enfants. Et évidemment, quand ça se passe, et de trouver des manières adaptées. Et puis aussi, parfois, j'ai parfois le sentiment qu'on fait des doubles peines aux enfants. Hein, parce que les enfants, par exemple, victimes d'une maltraitance, doivent quitter le domicile familial, pour un certain nombre d'entre eux. Oui. Hein, parce que je pense à une situation où c'était un beau-père qui avait maltraité la petite, comme ça s'est passé à domicile et tout ça, voilà, la petite, elle a été placée. Sauf que le temps qu'en plus que le procès se fasse, ça c'est toujours très très long. Donc elle a dû être placée assez longtemps, je ne sais plus combien de temps. Le beau-père depuis était parti depuis longtemps parce que la mère avait réglé la question comme ça, en lui disant de partir. Sauf que la petite, elle n'est pas rentrée chez elle pendant 2 ans quand même. Donc c'est ce que j'appelle une double peine, quoi. C'est-à-dire que vous voyez cette manière qu'on a, ou alors de séparer des frères et sœurs, par exemple. Vous vous faites violenter, mais vous devez quitter la maison. Parce que, mais vos frères et sœurs, hein, qui étaient peut-être une attache absolument... il n'y a quasiment pas de moyens, même si eux, ils n'ont pas été maltraités. Hein. S'il n'y a que vous qui quittez, ou alors si tous quittent et qu'ils les mettent dans des endroits différents, enfin bref, il y a plein de situations comme ça très différentes. Mais toujours est-il que souvent, c'est souvent, souvent les modalités de protection des enfants sont des modalités où on extrait les enfants de leur milieu et que ce n'est pas toujours évident pour eux. Ils le contestent parfois, hein, d'ailleurs. Mais bon, c'est pour ça que je dis qu'il faut là agir de manière très, très nuancée. Mais dans le cadre de la loi, bien sûr. Et dans d'autres sociétés où il est culturellement admis de confier les enfants, donc on va envoyer les enfants soit chez un autre membre de la famille, soit on va l'envoyer à la ville, soit on l'envoie dans une institution. Il arrive aussi d'abord que certains enfants, malgré le fait que c'est un mécanisme de protection, eux, ils vivent bien l'arrachement, quoi. Ils sont plus dans leur milieu. On dit
que les enfants ont le droit à du familier, mais là, on les a arrachés à leur familier. Et puis parfois, on les met dans des institutions qui sont des institutions qui ne tiennent pas toujours compte des besoins des enfants non plus. Donc, c'est cette question de comment on protège les enfants, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, dans le monde, ce soit une question résolue, quoi. Même s'il y a plein de manières différentes de faire, c'est souvent un prix à payer pour les enfants. Même moi, j'ai vu par exemple des enfants qui avaient été confiés, par exemple des enfants d'Afrique de l'Ouest qui avaient été confiés à une famille qui vivait en ville. Et on disait en plus, parce que parfois on rationalise, on dit comme ça il pourra faire des études là-bas et tout ça. Mais les enfants que j'ai vus moi après, devenus grands ou à d'autres moments lorsqu'ils arrivaient en France, il y a certains de ces enfants qui ont été confiés qui se disent mais pourquoi c'est moi qui ai été confié? Parce que dans une fratrie il peut y en avoir qu'un. Pourquoi c'est moi? Pourquoi à ce moment-là? Et évidemment, toutes les modalités de protection, même les plus ritualisées possibles, sont des modalités qui n'évitent pas l'arrachement, le lien d'arrachement des enfants. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans plein d'endroits au monde. Alors le dernier point peut-être, il faut que je regarde l'heure. Arrêtez-moi. Ah bah oui. Il est là. T'aurais dû m'arrêter. Je vais conclure sur cette idée. C'est que comment le dire vite, que lorsqu'on fait du mal aux enfants, très clairement, dans des manières de faire avec eux, ou dans des carences très graves, ou dans des mutilations, là, moi je trouve qu'une question qu'on ne se pose pas toujours, on ne se pose pas la question de manière très pragmatique, c'est-à-dire individuellement et collectivement, ici, ailleurs, comment on fait pour modifier ça en travaillant, en considérant que que protéger les enfants, c'est pas rompre le lien. C'est-à-dire que si le prix à payer est trop fort de la protection, même lorsqu'il s'agit de mutilation, ou j'ai travaillé au Guatemala, par exemple, dans des favelas où il y avait des jeunes filles enceintes très, 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 très tôt, mais vraiment très, très tôt, dès qu'elles étaient réglées. Donc, c'était même pas des grossesses adolescentes, en fait. C'était quasiment des enfants qui portaient... dès qu'elles avaient les premières règles, elles étaient enceintes. Et donc, une des manières de faire qu'il y avait dans cette favela, par exemple, c'était de prendre tous ces enfants, de considérer que ces jeunes filles si jeunes ne pouvaient pas s'occuper des enfants, et de les mettre dans des structures de garde qui parfois étaient ensuite, quand les enfants étaient ensuite confiés à l'adoption internationale. C'était... les ONG en particulier qui travaillaient dans cet endroit-là réagissaient souvent comme ça, en disant qu'il fallait faire comme ça. Et moi, je trouvais qu'il fallait voir comment les jeunes filles et leurs parents, leurs grands-parents, puisque vous voyez, il y a plusieurs générations, qu'est-ce que ces familles pouvaient dire sur les modalités de protection et comment elles pouvaient trouver des modalités qui ne privent pas, qui ne privent pas les enfants systématiquement de leur famille. Ça pourrait être la famille élargie, par exemple, au Guatemala. Je voyais des jeunes filles qui avaient donné naissance à 12 ans à un bébé, et puis qui, à 16 ans ou à 20 ans, lorsqu'elles fondaient une famille, se disaient mais qu'est-ce que j'ai fait avec mon bébé, où il est, impossible de le retrouver, tout ça. Elles étaient dans des positions très difficiles. Donc,
Vous voyez que à la fois la question de la violence est complexe parce qu'elle se situe à plein de niveaux différents, il faut être capable de l'évaluer. Et puis après, finalement, on n'a pas fini le travail parce que le vrai travail, c'est de trouver des mécanismes de protection et de reconstruction de liens. D'où l'importance de ce que je disais tout à l'heure, de travailler aussi à l'intérieur des groupes, à l'intérieur des cultures, à l'intérieur des familles, pour que ça puisse se faire en tenant compte finalement aussi, pas seulement de leurs difficultés, mais de leurs compétences, de leurs possibilités, et puis en regardant aussi comment on peut faire évoluer des choses comme ça. Donc voilà, écoutez, merci beaucoup de votre attention. J'écoute vos questions. Les enfants qui sont confiés à une autre personne, comme vous l'avez expliqué, c'est de quel âge à quel âge? Alors, alors, ça dépend des endroits. La plupart du temps, c'est des rituels chez les petits. Ce qu'on appelle les enfants exposés. On les expose et quelqu'un d'autre les prend. Mais en fait, au fond, ça peut se faire à tout âge, en fait, jusqu'au moment où ils quittent la maison. Mais ils prennent des formes un petit peu différentes en fonction des âges. Là, ce que je décrivais, c'est un bébé. C'est un petit qui ne marche pas, qu'on va mettre quelque part et que quelqu'un vient chercher tout de suite. Mais dans d'autres, par exemple, lorsqu'on les confie pour apprendre, ou lorsqu'on... Alors parfois, vous voyez, c'est là où il y a aussi cette ambivalence, c'est qu'il arrive par exemple en Afrique, en tout cas j'ai vu en Afrique, mais ça existait dans d'autres endroits, où un enfant qui fonctionne bien à l'école, on va lui dire, comme tu es doué, on va te confier à je ne sais pas qui, soit au père blanc avant, mais sinon on va te confier à une dame avec qui on a des relations et pour lesquelles tu vas aller à l'école. Et tu vas aller à la ville et tu iras à l'école. Sauf que ce n'est pas n'importe quel enfant à qui on va proposer ça. Pas forcément un enfant maltraité, mais ça peut être un enfant dont on peut se passer, justement. Un enfant avec lequel on a une relation compliquée, difficile. Et les enfants, quand c'est très ritualisé, ça protège les enfants, parce que c'est un rituel et on sait que ça va se passer comme ça. Et quand c'est un peu moins ritualisé, que c'est une manière de régler une difficulté, c'est beaucoup plus difficile à vivre pour les enfants, c'est sûr. Donc c'était pour dire que bon, c'est pas toujours c'est ça. Ils perçoivent, forcément. Ils perçoivent. Vous avez beau avoir 10 enfants, s'il y en a un qui est envoyé à la ville pour faire ses études, et que par ailleurs c'est celui qui recevait des torgnoles tous les jours, bon, mais oui, c'est clair. Merci. Bonsoir. Merci beaucoup pour cette conférence passionnante et ce regard pluriel et cette façon que vous avez de nous amener toujours justement à se décentrer de notre propre vision. Et moi, quelque chose qui m'interpelle depuis toujours, justement, c'est cette question de l'arrachement. Parce que sans doute lié à des choses de ma propre histoire, je ne sais pas, mais je me sens très en difficulté justement dans cette façon qu'ont les différentes sociétés de protéger en passant par cet arrachement. Et je me demande du coup, enfin, vous qui avez cette expérience de toutes ces cultures, qu'est-ce qui peut faire chez l'être humain qu'il y ait justement, au lieu d'entourer finalement la personne qui est en difficulté ou qui serait dans la maltraitance ou qui serait trop jeune, comme vous citiez dans les favelas, au lieu justement de les entourer, de les accompagner pour permettre que ce lien puisse exister dans de bonnes conditions, pourquoi toujours il y a cette démarche de penser à justement un placement et qu'est-ce qui fait que les sociétés passent justement plutôt par l'arrachement? C'est quelque chose vraiment qui m'interroge. Oui, alors moi aussi je me suis, parce que c'est pour ça que je vous prenais l'exemple du Guatemala où ça avait été très conflictuel.
Enfin, où il y avait eu un conflit avec les institutions là-bas donc moi je représentais Médecins sans frontières et puis d'autres associations qui étaient là-bas. On s'était bien battus parce que je trouvais qu'on séparait, enfin que c'était une sorte de solution de facilité, quoi, et surtout qu'on arrachait quand même ces enfants à leur mère, c'était irréversible, hein. Ça, c'était dans les conditions dans lesquelles c'était, voilà. Et donc il y avait l'enfant, mais il y avait aussi la mère qui plus tard se demandait aussi ce qui s'était passé pour elle, quoi. Et donc, et puis je rajouterais à ça aussi, chez nous par exemple, des gens qui ont beaucoup travaillé sur les placements des enfants, des gens comme Myriam David par exemple, et les études qui ont été faites sur le devenir au long cours des enfants placés, c'est pas facile d'être placé, enfin, et ça résout les choses sur le moment, si ça vous protège bien sûr, mais pas toujours, en tous les cas, de manière prolongée. Et puis le devenir n'est pas facile des enfants. Et puis les enfants, toute leur vie, se demandent ce qui leur est arrivé, quoi. Et donc, et puis en plus, quand ils deviennent adultes, soit ils retournent dans leur famille, soit ils ont les capacités d'être totalement autonomes, mais pas toujours, hein. Enfin, à 18 ans, par exemple, ou à 21 ans, si vous avez la chance d'être jeune majeur, jusqu'à 21 ans, vous êtes protégé jusqu'à 21 ans, mais ce n'est pas toujours le cas. Bon, toujours est-il que ces questions sont vraiment complexes. Et alors, on pourrait répondre de deux façons. C'est que ça, même si ça résout les... Pour moi, le fait d'éloigner, de séparer, même si on le retrouve dans beaucoup d'endroits, c'est uniquement symptomatique, quoi. C'est-à-dire qu'on dit, on constate qu'il y a quelque chose qui se passe mal et on éloigne. Parfois, on essaye de négocier. On essaye de voir pourquoi ça se passe mal. Est-ce qu'on peut modifier les choses? Est-ce qu'on peut transformer ou pas la relation avec les parents ou avec le groupe? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour que les parents ne se mettent pas dans... Enfin, par exemple, il y a des parents qui décrivent une sorte d'impulsivité ou de perte de patience et tout ça, et qu'en fait, on se rend compte qu'ils vont très mal eux-mêmes, et que donc c'est ça que, si on modifie ça, ben, on va modifier le lien. Mais vous voyez, ça, c'est ce que moi j'appelle de la négociation, c'est parfois de la thérapie aussi, individuelle ou familiale. Ça demande d'abord quand même un a priori de grande bienveillance, c'est-à-dire on se dit oui, a priori, ils veulent garder l'enfant, enfin ils ne veulent pas qu'on éloigne, hein. C'est pas toujours facile, il faut faire un pari parfois, mais en tout cas il faut avoir cette position-là. Et l'autre chose, après c'est technique, quoi. C'est-à-dire que comment on répare des gens qui sont tellement cassés qu'ils vont casser eux-mêmes leurs enfants, quoi. Donc il faut se donner beaucoup de moyens, souvent la thérapie familiale ça marche bien, mais ça prend du temps. Et puis parfois il faut d'autres choses que de la thérapie familiale, individuelle ou transculturelle, ou un tas de choses. Donc c'est là où je pense qu'il y a des choix de société, c'est quasiment politique, quoi. C'est-à-dire de se dire, est-ce qu'on se donne tous les moyens pour faire en sorte qu'on essaye de reconstituer des liens chaque fois que c'est nécessaire, puis quand c'est pas nécessaire, quand on n'y arrive pas, quand c'est pas possible, c'est ça que je voulais dire, quand c'est pas possible, alors il faut se donner les moyens vraiment de protéger les enfants, s'ils ont des frères et sœurs, de voir leurs frères et sœurs éventuellement, des tas de choses. Dans le quotidien, moi des fois je donne des consultations à des enfants qui sont placés uniquement pour qu'ils voient leurs frères et sœurs, hein. Je dis toutes les semaines, le mercredi à 16h vous allez venir, pour qu'ils voient leurs frères et sœurs, pour qu'ils se voient tous ce jour-là, 1 heure chez nous. Et puis après, on fait une consulte, mais on sait bien que avant même la consulte, ce qu'on veut, c'est que là, il y a une famille que je vois
où il y a, je sais pas, 5-6 enfants placés, 5-6, 5, je crois, mais ils sont placés dans des villes différentes en France. Donc, une fois par mois, ils viennent à ma consultation, tous avec leurs professionnels de toute la France, pour faire la consultation, mais aussi pour se retrouver. Voilà, c'est les logiques de nos institutions. Donc oui, je pense que c'est là où je vois, moi, du progrès, et c'est là aussi où je vois un aspect presque politique, quoi, à ces questions. Parce que protéger les enfants, c'est pas qu'une question psychologique, c'est une question politique. Oui, c'est ça. Il peut y avoir une organisation politique. On sait que, par exemple, il existe les villages d'enfants, bon, il n'y en a sans doute pas assez, mais les centres parentaux aussi. Oui, non, mais on a des tas de modèles, on a des tas de modèles. Mais on a des tas de modèles qui marchent d'ailleurs pas mal. Mais voilà, les logiques des institutions, vous savez, elles passent souvent, elles s'imposent à l'objet, quoi. C'est-à-dire que si, je ne sais pas pourquoi, moi, je me demande pourquoi les... Oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup de familles d'accueil en région parisienne. Il y en a plus en Creuse. Là, il y en a un qui est placé à Orléans et une autre en Creuse et les autres en grande banlieue. Donc, Bonsoir. Moi, je voulais vous poser une question. Vous avez parlé des violences physiques, vous avez parlé des violences sexuelles, vous avez parlé des violences psychologiques. Est-ce que vous pourriez développer sur les violences psychologiques? Et j'avais une deuxième petite question. Vous venez d'en parler à l'instant. Est-ce que les enfants qui sont victimes de violences, quelles qu'elles soient, selon votre expérience et éventuellement des statistiques, ont tendance à reproduire ces violences? Parce qu'il y a beaucoup de fantasmes, on en parle beaucoup. Ah, il a été violé, il va violer. Il a été violenté, vécu dans une cave, il va faire pareil. Ça va devenir un serial killer, il va tuer des petits chatons. Vous voyez un petit peu le discours. Voilà. Merci. Alors, bon, on va commencer par la dernière question. Les statistiques, je ne vais pas vous les dire par cœur, mais je les ai publiées, puis il y a plein de gens qui les ont publiées parce qu'elles sont disponibles. Non, il n'y a pas du tout d'aspect inéluctable entre avoir été objet avoir subi des maltraitances et maltraiter soi-même. En fait, je pense qu'il doit y avoir, j'allais dire un malentendu, mais comme se construisent les préjugés, ils se construisent parfois sur une petite chose vraie, mais après c'est généralisé, quoi. Et moi, j'imagine que si cette idée est devenue, parce que je l'ai souvent entendue, et puis on la voit, on l'entend à la télé, à la radio, dans les fictions, oui, dans les fictions, dans les policiers, j'ai remarqué ça. Je regardais un policier l'autre jour et j'ai vu ça. Il y avait une profileuse et elle disait ça. Ouais, dis donc. Je me suis dit, dis donc, elle est pas à jour, la profileuse. Mais donc, le petit truc vrai là, le processus, c'est la question de l'identification de l'agresseur en fait. C'est-à-dire que lorsqu'on a été agressé, dans les mécanismes de défense, mais qui sont des mécanismes complexes, et il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs, on peut, et c'est pas systématique de toute façon, on peut, entre autres, parce qu'on fait des tas de choses, pour survivre à ça, au fait qu'on a voulu vous faire du mal, ou éventuellement voulu vraiment vous tuer, par exemple. Donc, un des mécanismes, qui est un mécanisme inconscient et qui n'est pas du tout un truc statistique, justement, c'est pas un comportement, c'est l'identification à l'agresseur. Donc, on s'identifierait à l'agresseur et on deviendra agresseur soi-même, quoi. Il y a un truc comme ça, une sorte de vulgarisation, mais pas juste. Et en tout cas, statistiquement, ça ne se passe pas comme ça. L'autre élément aussi qui s'accroche à ce préjugé, c'est lorsqu'on a été maltraité, on développe quasi toujours, après on peut s'en consoler, mais dans un premier temps, une insécurité. Parce que l'adulte qui est censé vous protéger, il vous fait mal, et il veut même vous anéantir, et il vous dit des choses incroyables.
Donc, évidemment que vous n'avez plus confiance, votre théorie de la vie, ce qu'on appelle la théorie de la vie des enfants, c'est-à-dire comment les enfants se représentent la vie. Bah, les enfants, une fois que ça leur est arrivé, un truc pareil, ils n'ont plus confiance dans les adultes. Même aller dire au policier qui fait partie du groupe des adultes que son père lui a fait du mal, par exemple, des fois, ils ne vont pas pouvoir parler à des hommes parce que c'est un homme qui leur a fait du mal, mais éventuellement plus facilement à des femmes, au contraire. Donc, il y a des petits mécanismes comme ça que j'ai l'impression qui ont été généralisés mais statistiquement, on ne va pas retrouver... alors, bien sûr, ils ne sont pas hors statistiques, hein, mais ils peuvent, dans une proportion, mais qui n'est pas significative, reproduire la maltraitance. Donc, il n'y a pas d'inéluctabilité, et puis on peut arrêter des processus comme ça, bien sûr. Peut-être la chose la plus difficile, c'est ça, c'est l'insécurité et parfois la haine. C'est-à-dire que vraiment, lorsqu'on vous a fait vraiment du mal, quoi, dans les violences sexuelles, dans les violences où on vient... Vraiment, il y a l'idée d'un anéantissement ou d'une effraction, quelque chose vraiment qui ne vous respecte pas du tout. Parfois, les enfants donc, développent une sorte de méfiance fondamentale, mais aussi parfois un sentiment de haine vis-à-vis d'une catégorie quoi, de ceux qui vont représenter ceux qui leur ont fait mal. Et je trouve que c'est ça qui se guérit le plus tardivement. C'est-à-dire qu'ils vont garder au fond d'eux ces pépites de graines là, de haine. Qui est une manière de ne plus jamais subir quelque chose qui vous a fait très très mal, quoi. Donc il faut s'en occuper, c'est-à-dire que c'est un traitement, on revient à la question précédente, ça suppose vraiment pas seulement de consoler les enfants, mais vraiment de trouver les moyens de les réparer, quoi, de leur reprendre un développement normal. Et la deuxième question sur les violences psychologiques, je n'ai pas développé, oui, parce que ça prend énormément. J'ai pris juste l'exemple de la pression scolaire trop forte, ou alors une sorte d'attente inadaptée. Mais ça peut être après, il y a des tas de choses qui sont souvent d'ailleurs très médiatisées, hein, de ne pas respecter l'enfance des enfants ou de monter un enfant contre un des parents. Enfin, il y a des tas de formes comme ça hein, c'est infini. Des phrases du harcèlement. Quand on harcèle les enfants, oui, bien sûr, il peut y avoir du harcèlement aussi. Non, je pensais à lorsque des parents se séparent et puis les enfants sont pris comme ça, donc parfois ils sont maltraités, mais aussi parfois finalement ils ne peuvent plus penser par eux-mêmes, quoi, les liens avec leur père, avec leur mère. Et donc c'est une forme de maltraitance parce que finalement on interdit l'enfant d'avoir ses parents, quoi, et d'avoir des liens avec eux, quels qu'ils soient. Donc c'est très polymorphe. Deux petites questions. La première, je trouve qu'on est dans un mouvement sociétal qui est extrêmement passéiste en termes éducatifs, avec une extrême valorisation du passé, des méthodes pédagogiques, éducatives, etc., qui, de la part de ceux qui les prônent, ont parfois été extrêmement violentes. On a tous le souvenir alors, comment expliquer qu'il n'y ait pas de recul par rapport à ce contexte et qu'au contraire, on survalorise quasiment au quotidien l'école d'antan, l'éducation d'antan, etc. Ouais. Ça, c'est ma première question. La seconde, en tant qu'éducatrice, j'ai trouvé très difficile d'avoir des jeunes gens qui avaient deux systèmes de valeurs, parfois très opposés, puisque venant justement de systèmes éducatifs et de relations parents-élèves, parents-enfants très différents, comment est-ce que vous arrivez à gérer, sans dévaloriser l'un ou l'autre, ces deux
façon d'éduquer. Alors, je commence par la dernière. C'est tout. Moi, ça fait 30 ans que je m'occupe de ça. Et je trouve pas ça difficile, moi. Je trouve ça plutôt passionnant, mais je suis enfant de migrants moi-même. C'est-à-dire que j'ai moi-même passé d'un système à l'autre à l'école. Alors, à l'école, au moment où moi j'étais à l'école, dans une classe unique dans un village du nord de la France, je peux vous dire que ça ressemblait à la Troisième République. C'était incroyable. Mais mon instituteur, il m'a même changé mon prénom, parce qu'il m'a prédit un grand avenir. Et il m'a dit que mon prénom d'origine, qui était espagnol, Maria del Rosario, que ça n'allait pas aller. Que Marie-Rose, ça serait beaucoup mieux pour que tout le monde puisse me demander. Donc, vous voyez que c'était... Et je suis rentrée chez moi, j'ai dit à ma mère, mais maman, mon instituteur veut changer mon prénom. Ma mère m'a dit, ma fille, tu es très bien nommée. Tu as été nommée parfaitement, parce que tu as été nommée par... Alors, je suis nommée du jour de la sainte de mon baptême, qui a eu lieu 8 jours après ma naissance. Donc, c'est exactement ce qu'il faut. Enfin, 7 jours, je crois. Et puis, par mon parrain et ma marraine, donc c'est parfait, quoi. Enfin, vraiment, la nomination parfaite. Donc, personne ne peut changer mon prénom, puisque je suis parfaitement nommée. Mais comme la diversité ne nuit pas, dit ma mère, tu peux donc accepter n'importe quel autre prénom qu'on voudra bien te donner parce que ça ne changera pas ta nature. Comme ça que c'est quand même comme ça que j'ai changé de prénom, hein, et que je m'appelle, comme vous voyez maintenant, Marie-Rose. Donc je suis passée d'un système à l'autre. Moi, ma théorie sur ces systèmes, c'est le métissage, hein, c'est-à-dire que et les enfants, ils le décrivent très bien, même dans les situations difficiles. La seule manière de faire lorsqu'on a des mondes multiples, celui de la maison et celui de l'école, pour aller vite, c'est de faire harmonieusement le passage et de prendre ce qui nous plaît le plus, au fond, enfin, ce dont on a besoin à un moment donné. Voilà. Donc j'appelle ça du métissage. Mais si ça s'oppose, après on négocie. Parce que si ça s'oppose, c'est qu'il y a quelque chose qui grippe, en fait. Il y a quelque chose qui... Enfin, alors souvent, c'est pour ça que j'insiste beaucoup moi, sur les négociations avec les parents, parce que souvent, c'est les parents aussi s'arc-boutent sur leur position, parce que c'est finalement la seule manière de considérer leurs enfants comme leurs enfants, quoi. Parce que s'ils ne transmettent plus rien, ils ne seront plus les parents de ces enfants-là. Donc une négociation, quelque chose qui montre et qui dit qu'on ne les remet pas en question comme parents, et qu'on veut négocier avec eux parce qu'on les considère comme des interlocuteurs, ça marche toujours. Alors parfois, il y a des techniques, hein, il y a la langue, moi j'utilise des traducteurs, j'ai des médiateurs, bien sûr j'ai des techniques, mais en gros c'est vraiment l'idée que l'enfant, parce que l'enfant il n'a pas le choix, il ne choisit pas, hein. L'enfant il passe de l'un à l'autre et puis il se métisse, et après dans le processus d'autonomisation il fait des choix qui sont ceux qui lui correspondent, quoi. Et la première question, oui, moi je suis d'accord en tous les cas avec vous sur le fait qu'on a c'est très à la mode cette notion d'idéaliser l'éducation du passé, alors que par ailleurs les parents l'ont vécu au Barbois-Zuby. Mon instituteur, qui de la même façon qui m'a changé mon prénom, il avait une catégorie qui était absolument, aujourd'hui ça serait insupportable, il appelait les indécrottables. Il appelait les indécrottables ceux à qui il renonçait d'apprendre. Donc moi j'avais un grand destin, et puis d'autres, ils étaient indécrottables. Et donc ils faisaient, on était à la campagne, hein, donc, mais vous imaginez quand même de faire une catégorie d'indécrottables, c'était dans les années 70, hein. Aujourd'hui, je pense que c'est même plus pensable de faire des choses comme ça. Oui, je vois bien qu'il y a la notion d'autorité. C'est même là, politiquement, c'est à peu près notre ministre Blanquer, il adore ça. Je ne sais pas à quoi correspond cette nostalgie. Je pense que c'est sans doute un signe
C'est sans doute un signe qu'on a un petit peu peur de l'avenir, quoi. Donc on regarde vers le passé en l'idéalisant. Je pense que ça dit plus l'état de notre société peut-être qu'autre chose, quoi. Ça dit un peu notre manque de la même façon qu'on dit quelque chose qui n'est pas tout à fait juste. Monsieur parlait de statistique tout à l'heure, mais sur l'ascenseur social. On avait l'impression que pour nous, c'était facile avant l'ascenseur social et que là, pour nos enfants, ça serait impossible. C'est pas si simple, hein. Ça n'a jamais été simple, l'ascenseur social. Et puis, heureusement qu'aujourd'hui, les enfants, ils peuvent aussi trouver des stratégies, même si, bien sûr, on sait bien qu'il y a des choses difficiles, mais on n'a plus un métier pour la vie non plus. C'est-à-dire que les modalités aussi d'avenir sont différentes. Donc, si on attend à ce que, si les critères de réussite sont exactement les mêmes que ceux qu'on avait il y a 40 ans, évidemment, nos enfants ne vont pas réussir. Donc, moi, je dirais que c'est un mouvement comme ça. Ouais. Bonsoir. Je voulais poser une question qui rejoint un peu la question qui a été posée précédemment. C'est vrai qu'on est au sein d'une société un peu post-coloniale où il y a eu beaucoup d'immigration, où il y a beaucoup d'enfants qui ont une double culture, mais qui n'est pas partagée forcément avec les parents. C'est-à-dire que les parents ils sont vraiment ancrés dans leur propre culture et les enfants ils se retrouvent partagés entre cette culture où ils évoluent, c'est-à-dire en France, très occidentalisée, et la culture des parents, qui est forcément souvent opposée, quoi. Et je veux dire, je trouve que dans cette société-là, d'un côté comme d'un autre, on rejette cette différence, on ne l'accepte pas. Enfin, je vois souvent des publications pour les enfants où on dit qu'on est tous égaux, peu importe notre couleur, peu importe nos origines, qu'on est pareil. Mais quand on est différent de la culture française ou occidentale, on ne rentre pas dans ce cube-là par exemple sur les fêtes ou les traditions, peu importe, on n'est pas dedans en fait, on est tout le temps entre les deux. Et quand on grandit, je trouve qu'il y a quand même une vague de jeunes adultes qui ne se sentent ni français ni de leur propre origine et s'excluent en fait de la société et ne trouvent pas leur place en fait. Et je trouve qu'il n'y a rien qui a été fait aujourd'hui concrètement pour valoriser les deux cultures ensemble et faire en sorte qu'ils puissent trouver une place à part entière à eux-mêmes en fait. Écoutez, vous posez le problème très bien. Hein. Je discuterai juste un mot que vous avez utilisé, c'est opposé. Je ne crois pas, moi, que les mondes des parents, d'où qu'ils viennent, et vous avez raison, il y a la question postcoloniale, et qui est toujours présente. Je ne pense pas qu'elle soit opposée. Et d'ailleurs, la manière dont vous présentez les choses montre que ce n'est pas opposé. Que vous-même, dans la manière de décrire ces questions-là, vous avez pris des éléments de différents mondes. Mais je ne dis pas que ce soit simple, mais je pense que c'est créatif. C'est-à-dire que ça préfigure des mondes, des sociétés où non seulement la question de la migration sera très présente, mais aussi la question, par exemple, tout à l'heure j'ai parlé de différents types de structures familiales. Ça bouge beaucoup les structures familiales, y compris à l'intérieur, dans la culture majoritaire, pour reprendre. Donc, il y a des tas d'enfants qui ne vont plus grandir dans un monde uniforme, univoque, avec une seule langue, une seule manière de faire, une seule mère et un seul père. Mais ils vont traverser des langues, des familles, des manières de faire. Et donc, j'ai même écrit un livre au titre un peu provoquant. J'avais écrit un livre qui était pour répondre à un ministre de l'Intérieur qui avait dit des choses horribles. Les enfants de l'immigration, une chance pour l'école. J'ai écrit un livre qui s'appelle comme ça. Mais je crois vraiment que c'est ça. C'est-à-dire que cette diversité-là de nos enfants à l'école, c'est pas seulement les enfants de migrants, même si c'est déjà pour moi quelque chose d'évidemment très important, mais c'est aussi tous les enfants qui sont différents pour une raison ou une autre. Ceux qui sont plus lents, plus rapides, ceux qui ont des familles de telle manière, de telle autre, ceux qui ont parfois des handicaps physiques. Enfin, toute cette diversité, parce que vous avez dit quelque chose, à mon avis, qui est essentiel dans votre manière de présenter les choses. Vous avez dit, il y a un égalitarisme, vous n'avez pas dit abstrait, c'est moi qui rajoute abstrait, mais il y a la notion, on serait tous égaux, mais en fait, nous, on sait qu'on n'est pas dans le grand cube, quoi. On n'est pas dans la grande boîte.
Et donc, à un moment donné, on s'en rend compte, parce qu'on peut faire aussi objet de discrimination ou de regard sur ou parce que simplement on rentre chez soi et puis que chez soi on entend autre chose. Et donc, du coup, on sait que c'est pas vrai cette question d'un égalitarisme abstrait. C'est pour ça qu'il faut rajouter la notion de fraternité, c'est-à-dire de lien les uns avec les autres, et puis de liberté, c'est-à-dire qu'on peut aussi choisir de rester plus proche, plus lointain de ces questions. Et à mon sens, la notion de métissage permet tout ça. C'est-à-dire il y a des degrés très différents. Et vous savez bien que dans une fratrie, on peut choisir, on peut faire des choix un peu différents à l'intérieur même de la fratrie. De qu'est-ce qu'on prend de ce monde-là, de tel autre et tout ça. Les garçons, les filles réagissent aussi parfois différemment, les petits, les grands, etc. Donc... mais il y a une responsabilité, quoi, et puis à la fois pour les enfants de migrants et pour la société, de permettre cette liberté, cette diversité. Et c'est vrai qu'on n'est pas... on a encore des progrès à faire, en tous les cas collectivement. Hein. Mais c'est possible. Merci. J'allais proposer de conclure, mais généralement... J'ai du mal avec les conclusions. Une dernière question avant. Vous pouvez nous quitter. Bonsoir. Alors, j'avais une remarque et puis une question. Une remarque par rapport au fait de reproduire la violence. Vous disiez que c'était pas inéluctable, bien sûr. Par contre, quand il s'agit de violence qui est complètement intégrée, intériorisée dès la naissance, et surtout que la société cautionne, là, je pense que c'est beaucoup plus difficile de ne pas reproduire parce qu'on considère que c'est normal. Et je pense que toutes les violences complètement banales qui sont aujourd'hui comme quoi actuelles. On considère qu'il faut corriger l'enfant, que ce soit physiquement. Normalement, on ne considère plus ça. En France, on a du mal encore. Non, puis même le système punition-récompense, on pense que voilà, faut agir par un système de renforcement positif. Voilà, on sait qu'on est à l'encontre des besoins de l'enfant quand on agit comme ça, mais c'est encore complètement intériorisé. Et j'ai une question. Vous disiez tout à l'heure qu'il fallait savoir distinguer ce qui relève d'une pratique culturelle d'une véritable violence. Par quels critères on arrive à faire ces distinctions-là? Est-ce que c'est simplement par rapport au comportement de l'enfant? Est-ce que notre vision peut pas être tronquée parfois par rapport à ça? Parce que parfois on a l'impression que l'enfant va bien, alors qu'en fait, pas forcément. Quand il assiste à ce processus de dissociation cognitive, est-ce qu'on arrive à voir que l'enfant va bien? Voilà. Quels sont les éléments qui vous permettent d'identifier ça? Bon, sur votre commentaire, je dirais que bon, c'est effectivement, il y a une violence, alors dès la naissance, vous voyez, c'est pour ça que je vous disais, donnez-moi un exemple, parce que si on veut dire qu'on contraint les enfants, oui, il y a toujours des contraintes sur les enfants, mais franchement, c'est tout ça une question de degré, quoi. Hein, donc, a priori, on sait, lorsqu'on s'occupe des enfants, sauf s'il y a un dysfonctionnement, mais je ne sais pas s'il ne faut pas laisser un enfant se brûler la main. Si on le laisse se brûler... Voilà, vous voyez, donc c'est la question plus des limites, quoi. Et puis mais c'est vraiment toute une question de dose et de but, de comment on le fait, d'objectif. Par contre, la deuxième question, la question sur est-ce qu'on peut être sûr qu'un enfant... Alors la part entre le culturel et le clinique, et le pathologique même, oui, c'est tous les objectifs des évaluations transculturelles des enfants et des familles. Hein. C'est-à-dire que ça s'apprend, comme tout. Ça s'apprend, mais un des objets de l'apprentissage, pour moi, les plus importants, en dehors des techniques qu'on peut apprendre, c'est la question de se décentrer suffisamment pour être capable de bien faire son travail. C'est-à-dire, si on est éducateur, par exemple, ou psy,
pas la même position, mais de bien pouvoir faire évaluer et pas être obscurci par la différence. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait une différence culturelle, que ça nous fasse pas considérer que c'est négatif. Qu'on soit vraiment capable de voir la situation dans l'ensemble de ses dimensions. Vous disiez, votre question principale, c'était est-ce qu'on est sûr qu'un enfant va bien ou va pas bien? S'il faut le dire rapidement, oui, on peut savoir, hein, franchement, si un enfant va bien ou va pas bien. Il faut faire une évaluation de l'enfant avec sa famille et tout seul, mais c'est justement ce qu'on apprend. Lorsqu'on ne sait pas très bien, on prolonge, on fait pendant on les voit plusieurs fois, on prend des tests s'il y a besoin, mais on peut à peu près toujours savoir. En tout cas, bien sûr, il faut toujours être modeste, hein, parce que, on n'est jamais totalement sûr, mais sincèrement, pour voir des enfants qui vont bien et qui vont pas bien, quoi, c'est même pas la chose la plus difficile, hein, moi je trouve. La chose la plus difficile, c'est vraiment comment on répare. Comment on fait pour que, justement, de ne pas avoir comme seule solution de prendre cet enfant et de le sortir, qu'il ait ou pas des symptômes d'ailleurs. Hein. Alors s'il a des symptômes, évidemment, c'est encore plus grave. Là, il ne va pas bien, donc il faut faire vite quelque chose. Mais parfois, il a l'air d'aller bien et il va bien. Mais n'empêche qu'il faut faire quelque chose quand même. Et c'est quelque chose qui doit être fait, qui est plus difficile. Là, pour le coup, c'est difficile. Mais savoir si un enfant va bien ou va pas bien, on apprend à faire des évaluations aux différents âges. Hein. Et puis, on se donne le temps de l'observation. Et puis, on observe une des règles, par exemple, c'est de savoir dans des milieux différents comment l'enfant se comporte. C'est-à-dire pas seulement dans mon bureau, mais aussi à l'école, et puis peut-être chez sa grand-mère ou chez une nounou qui le garde une fois par semaine. Enfin, je sais pas, vous voyez, d'avoir des éléments aussi liés au contexte de l'enfant et de voir comment... Parce que des fois, les enfants, ils montrent des parties d'eux-mêmes différentes un peu. Donc, c'est ce qui se passe... Dans le bureau, c'est intéressant de le complexifier par d'autres modalités d'observation. Surtout quand ils sont petits. Quand ils sont petits, on le fait systématiquement. Mais quand ils sont plus grands, souvent, c'est aussi nécessaire. Donc, voilà. Là, après, on rentre dans les questions de formation et tout ça. Mais vraiment, le plus difficile, c'est comment on répare et comment on fait en sorte que ça ne se passe plus, quoi. Merci. Une toute dernière question avant la fin. Avant de perdre tout le monde. Oui, c'est ça. Là, j'arrête après. Merci. Toute la discussion qu'on vient d'avoir dans la salle et la volonté de creuser m'amène à poser, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, parce que, bien entendu, je ne vous les poserai pas. Je vais simplement faire à ce moment-là une remarque. Et je pars sur la dernière chose qui a été dite sur l'aspect culturel. D'abord, j'observe qu'il y a des violences qui sont faites entre les enfants, qui sont faites contre les parents. Ça existe. Je vois aussi que sur le plan social, il y a aussi des choses dont on devrait parler, qui sont la violence qu'on inculque sur le plan social aux enfants. Je pense par exemple aux enfants soldats en Afrique, ou bien ceux qui sont conditionnés à l'esclavage. Je pense aussi aux violences que l'État fait contre les enfants eux-mêmes, contre les mineurs, notamment par exemple contre les mineurs isolés, qu'il a le devoir de protéger, l'État, et qui actuellement sont effectivement exclus, renvoyés hors des frontières dans des conditions qui sont souvent dramatiques. Je pense aussi qu'il y a un problème personnel, la résilience qu'a bien mis en avant Boris Cyrulnik, montre le fait que la protection est peut-être parfois intérieure et pas simplement extérieure, c'est-à-dire la capacité à résister. Et je reviens pour terminer sur cette question culturelle. Il se trouve que j'ai une expérience personnelle d'intervenir sur l'éducation à la non-violence au Brésil, en France et en Afrique, dans le cadre d'une association, ou plusieurs associations qui travaillent avec la voix de l'enfant. Et on a même monté un jeu sur l'éducation à la non-violence applicable dans les 3 pays. Le jeu fonctionne très bien en France. Il a rencontré une opposition chez les Brésiliens et une différence de fonctionnement chez les Africains, notamment du côté de Madagascar. Quelle était l'opposition?
Dans un cas, on disait, les enfants connaissent la violence au Brésil. Ils la connaissent tous les jours. Ils la voient tous les jours avec les conditions que vous connaissez. Ce n'est pas la peine d'en parler. Au contraire, chez nous en France, les éducateurs, les enseignants disaient il est important de mettre un nom sur les choses. Car quand on sait ce qu'on vit et qu'on a mis un nom, on l'intellectualise, on le comprend et on est capable de le combattre. Il y avait deux conceptions culturelles tout à fait différentes. J'ai l'expérience au Brésil, par exemple, dans un quelconque parc de la ville, de voir une mère, disons moi-même, taper sur les mains de l'enfant qui a fait une bêtise. Immédiatement, 5 personnes sont autour en disant « Qu'est-ce que vous faites ? Vous avez fait une violence sur l'enfant. » Donc, je vois qu'il y a une complexité qui colle bien avec votre approche méthodologique du départ, qui est effectivement transculturelle, qui est je sais le mot peut-être que vous avez prononcé, mais qui est extrêmement intéressante, car c'est la seule façon de voir les choses. Par contre, la façon de réparer, de corriger, d'éduquer, d'apprendre l'enfant quelle est la violence qu'il a interne, qu'il perçoit parfois comme une simple oppression, parfois comme une agression, selon une situation, selon une autre, qu'il va répercuter lui-même sans intention de mal faire, mais parce que c'est spontané. Ça, vous le traitez certainement sur le plan psychologique, mais c'est très très compliqué. Et sur la question interculturelle, je n'ai pas réussi à trouver la solution pour arriver à mettre d'accord pour un jeu international qui s'adresse à des enfants de 8 à 12 ans et qui soit adaptable dans chaque culture, le faire fonctionner et pouvoir l'éditer et le diffuser. C'était il y a 2 ans, on n'a pas réussi à faire parce que personne n'était d'accord sur la façon de traiter la question de la violence. Ah oui, mais ça ne m'étonne pas, oui, parce que les représentations sont très différentes. Nous, par exemple, on n'est pas d'accord sur le fait que la plupart des tests qu'on fait aux enfants ne sont pas transculturels, et donc ça n'a aucun sens de leur faire passer des tests et d'interpréter des choses qui ne sont pas adaptées aux enfants, par exemple aux enfants de migrants. Et donc nous-mêmes, on fait des tests transculturels. Mais alors, construire un test transculturel, ça veut dire le valider au moins dans trois contextes différents, en faisant à chaque fois une étude anthropologique, en fait. Et je suis sûre que dans votre jeu, vous le dites d'ailleurs très bien, il doit y avoir des représentations, enfin des choses des items qui ne sont pas du tout interprétés de la même façon par les uns et les autres. Donc, ouais, la seule manière de faire, c'est une méthodologie transculturelle, c'est-à-dire il faut aller... par exemple, nous, on a construit un test sur le bilinguisme, on l'a d'abord construit en essayant de trouver des éléments qui soient facilement traduisibles d'une langue à l'autre, qui utilisent des processus qu'on retrouve fréquemment chez les enfants, mais pas toujours, et tout ça. Après, on a été faire une étude anthropologique, donc au Maroc, au Sri Lanka, en Mauritanie et à Madagascar. On en a fait 4. Bon, ça nous a pris 5 ans, plus que 5 ans pour construire le test. Mais maintenant, notre test, il est transculturel. Il suffit de le traduire et on peut l'utiliser dans toutes les langues. Mais c'est un travail fou parce qu'il faut travailler, déjà le construire avec cette idée-là, qu'il n'y a rien d'universel, qu'il faut trouver des modalités simples qu'on va chercher à mettre en scène. Et qu'on va retrouver, et ça il faut faire une étude de la littérature, puis après il faut faire une étude anthropologique, puis après il faut traduire, retraduire dans un sens et dans l'autre et voir ce qui passe et ce qui passe pas, et les choses qui proposent trop de malentendus, qui provoquent trop de malentendus, les enlever, parce que ça veut dire que c'est pas transculturel. Donc ouais, c'est un super travail, 10 ans de travail monsieur pour un jeu, mais ça vaut le coup parce qu'il sera le seul à être transculturel. Allez, bonsoir. Merci.